Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire entre Oumi et Amaris. On va peut-être attendre 1 ou 2 minutes pour que tout le monde se connecte. Est-ce que vous nous entendez bien? Peut-être que ceux qui sont connectés avec le chat peuvent nous dire s'ils nous entendent bien. Super. Donc on accueille Aurélie de chez Amaris avec nous. Bonjour Séverine, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation. J'espère qu'on va pouvoir vous éclairer et vous rassurer aussi sur ces démarches. Oui, tout le monde entend bien. C'est super. Merci pour vos retours. Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans le chat et on y répondra après de la présentation. Oui, on essaiera peut-être de les prendre au fur et à mesure. Enfin, je vais voir dans quelle mesure, en fait, on arrive à les insérer dans la présentation, mais autrement, on se laissera un petit quart d'heure pour pouvoir répondre en direct. Midi 2, on va peut-être démarrer. Est-ce qu'Aurélie, tu es prête? C'est bon pour moi, pas de problème. Très bien, alors allons-y. Donc pour tous ceux qui ne connaissent peut-être pas Oumi, si Aurélie, tu peux passer à la slide suivante, peut-être. Pour rappel, Oumi, c'est une agence de conciergerie qui gère des résidences secondaires, notamment sur la côte atlantique. Donc, on a 5 services avec le cœur de métier qui est la gestion des locations. On accompagne aussi nos propriétaires sur le patrimoine immobilier, la gestion de l'habitat, la protection de l'habitat et la conciergerie, donc, où nous accueillons tous les voyageurs et nous occupons des biens avec nos conciergeries locales. Donc, Oumi est le premier acteur français à vous proposer ce bouquet de services. Et donc, sur la fiscalité particulièrement, nous sommes accompagnés par Amaris, qu'Aurélie représente aujourd'hui. Et en quelques chiffres, peut-être pour Oumi. Donc, on est aujourd'hui sur toute la façade atlantique. On gère plus de 1000 biens et on va gérer en 2024 plus de 16 000 séjours avec 75 collaborateurs et on va se renforcer avec des saisonniers, notamment pour la saison estivale. Donc Aurélie, sur la fiscalité, je te laisse te présenter Amaris peut-être. Oui, très bien. Merci Séverine. Merci encore pour cette invitation. Rapidement aussi, je vais vous présenter Amaris. Amaris, c'est un groupe d'expertise comptable qui a plusieurs entités qui accompagnent les dirigeants d'entreprises, dirigeants TPE, avec des structures qui s'appellent Amaris Contact et Amaris Direct. Et on a une de nos filiales qui s'appelle donc Amaris Simo, que je représente aujourd'hui. Amaris Simo est un cabinet d'expertise comptable dédié aux investisseurs immobiliers et plus particulièrement les investisseurs qui investissent en location meublée ou les propriétaires bailleurs en location meublée. On a également la possibilité donc d'accompagner les personnes qui font des investissements dédiés à la location meublée sur le long terme. J'ai un appartement que je propose à l'habitation que je loue en meublé. Je transforme une location vide en location meublée. Je réalise de la location saisonnière d'un bien que je destine à l'investissement locatif en saisonnier, ou alors je fais de la location saisonnière dans ma résidence secondaire, voire même dans ma résidence principale. Et bien sûr, tous ces périmètres-là, même lorsque j'investis dans une résidence de service type Pierre et Vacances ou des résidences étudiantes, eh bien Amaris Simo peut vous accompagner depuis l'immatriculation jusqu'à la déclaration de vos revenus locatifs. On a la possibilité aussi d'accompagner des investisseurs
investisseurs qui sont plutôt sur des dispositifs type Pinel, monuments historiques, qui ont besoin de sécuriser la déclaration de leurs revenus locatifs et la réduction d'impôt qui est associée. Et enfin, comme nous avons des activités pluridisciplinaires au sein du groupe, nous proposons également la constitution de sociétés qui va héberger de l'immobilier, donc avec sa gestion constitution et gestion comptable, ou alors la modification d'une société, notamment quand on détient un patrimoine immobilier via une SCI et qu'on souhaite faire une activité de location meublée, eh bien la SCI, si elle est à l'impôt sur le revenu, n'est pas la forme la plus adaptée, sinon il y a des conséquences fiscales. Eh bien chez Amaris, on peut vous proposer la possibilité de modifier votre personne morale, par exemple en SARL de famille, ce qui vous permettra de poursuivre votre activité sans avoir d'impact sur votre fiscalité. Et aujourd'hui, Oumi nous a invités pour parler des changements sur les loueurs, puisque la loi de finances 2024 et certaines lois qui sont en train d'être travaillées actuellement, eh bien, nous pousse en tout cas à se poser quelques questions sur les options qu'il faut choisir, sur les impacts, sur la prochaine déclaration d'impôt. Donc, l'idée, c'est de venir vous en parler. Et avant ça, je vais quand même vous rappeler quelles sont les démarches, parce que bien dans cette présence, vous êtes très nombreux aujourd'hui sur cette webconférence. Vous n'avez pas tous le même niveau d'information, ou vous n'êtes pas tous à la même recherche, même niveau de recherche d'information. Donc, je vais vous rappeler le préalable avant de vous parler des seuils du micro-BIC, des éventuels sujets de TVA sur la location saisonnière qui sont liés par rapport à la loi de finances 2024, et puis un nouveau projet de loi 2024, donc vers une nouvelle réforme. Et donc, c'est tous ces sujets qu'on souhaite vous partager. Vous allez voir que parfois sur le papier, ça peut vous faire un peu peur parce que évidemment, dès qu'on parle changement, ça déclenche toujours une forme d'anxiété. Mais vous allez voir qu'en réalité, il n'y a pas de gros sujets inquiétants, en tout cas à ce jour. Alors, petit rappel, lorsqu'on veut faire de la location meublée, notamment la location meublée saisonnière, on a la première chose, c'est la réunion d'éléments matériels et intentionnels, donc la rédaction d'un bail avec la possibilité, enfin la volonté de louer en tout cas un logement qui est donc meublé. Ensuite, vous avez un certain nombre de démarches à réaliser. La première démarche, ça va être celle de se renseigner sur le lieu de situation de l'immeuble et de vous rapprocher de la mairie pour connaître les modalités sur le territoire. Effectivement, en fonction des biens, si on est en territoire tendu ou pas, eh bien, on va être soumis parfois à des autorisations au changement d'usage, des autorisations qui peuvent vous être accordées à titre personnel pour une durée limitée ou alors soumis à compensation. Donc, en fait, on a des règles qui sont vraiment propres à chaque territoire. C'est la raison pour laquelle on va vous inviter à vous renseigner directement auprès des services de la mairie du lieu de situation de l'immeuble. Ensuite, une fois qu'on a validé cette autorisation, il y a un autre point qui est important de regarder, notamment les biens qui sont situés en copropriété. Les biens situés en copropriété, il faut veiller au règlement de la copropriété pour savoir si vous avez la possibilité de réaliser une activité de location meublée saisonnière à l'intérieur de l'immeuble. Je pense donc aux biens qui sont les appartements plus précisément. Vérifiez également si vous avez une clause d'habitation exclusivement bourgeoise, ça sous-entend que vous n'avez pas l'autorisation pour pouvoir réaliser une activité de location saisonnière. Même si, une actualité toute récente, le 19 janvier, il y a une première décision qui était tombée, qui va donc faire jurisprudence. Il semblerait que la décision ne reconnaît pas l'activité de location saisonnière comme une activité commerciale et donc considère que le règlement de copropriété n'a pas lieu de s'opposer. Donc, vous pourriez tout à fait faire valoir cette jurisprudence si toutefois vous aviez une copropriété qui vous y opposait. Petit rappel également, si demain vous êtes dans une copropriété qui interdit la location saisonnière ou qui souhaite l'interdire, sachez que
ces décisions de changement doivent être prises à l'unanimité. Donc, si vous êtes propriétaire, vous êtes concerné et qu'il y a une décision qui n'a pas été prise à l'unanimité dans votre copropriété, eh bien, la décision est donc caduque. Voilà pour les démarches préalables avant de se lancer. Puis une fois qu'on décide de passer le cap de la location saisonnière, eh bien, il va falloir déclarer son activité. Et depuis janvier 2023, cette déclaration a lieu auprès du guichet unique sur le site de l'INPI. Vous verrez, c'est une démarche qui est gratuite, qui est gratuite, qui peut paraître simple quand on est familiarisé avec la démarche, mais qui peut aussi être très complexe quand on est particulier. Pourquoi? Parce que les termes qui sont utilisés sont des termes appropriés aux dirigeants d'entreprise. Donc, on va vous poser des questions sur le régime de TVA, sur les options fiscales. Et probablement que ces éléments ne sont pas clairs pour vous et que vous allez douter sur la phase d'immatriculation. Rassurez-vous, quand vous faites appel à un cabinet d'expertise comptable comme Amarissimo, ces démarches sont gérées directement par notre cabinet. Je précise que cette démarche n'est pas une option, justement. C'est vraiment une étape préalable. C'est ce qui va vous permettre d'obtenir votre numéro de sirène. Le numéro de sirène, c'est l'immatriculation de votre activité de location meublée. En effet, quand on fait une activité de location meublée, les revenus qui sont issus de cette activité sont des revenus qui se déclarent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Et donc, pour pouvoir réaliser cette déclaration, il faut donc avoir l'immatriculation associée. Très souvent, sur les déclarations de revenus, pour les propriétaires qui ont choisi l'option du régime du micro-BIC, le micro-BIC, eh bien, on voyait numéro de sirène pas obligatoire. Quand on voit cette mention-là, c'est pas obligatoire de le reporter, en fait. Vous n'avez pas d'obligation de le reporter. En revanche, votre immatriculation d'activité doit bien avoir lieu, donc votre enregistrement et votre numéro de sirène est bien obligatoire. Ensuite, lorsque vous allez donc être dans cette phase d'immatriculation, eh bien, il va falloir se poser la question, quelle option fiscale je dois choisir? 80% des propriétaires bailleurs choisissent le régime du micro-BIC par simplicité. Mais attention, c'est sans doute une option qui est dommageable pour vous. Et vous allez voir que de toute façon, les seuils vont vous contraindre à vous poser des nouvelles questions depuis cette année. Mais le micro-BIC, oui, il est plus simple, mais attention, pour vous, il vous coûte souvent plus cher. Alors, déjà, avant toute chose, lorsqu'on est une personne seule ou un couple marié sous le régime de la communauté, oui, on a le choix entre le micro-BIC et le régime réel. Le micro-BIC va vous offrir un abattement, c'est-à-dire que vous allez avoir des revenus déclarés, un certain montant que vous allez apporter, et puis sur ce montant que vous allez déclarer, c'est bien le loyer charges comprises, donc les revenus qui sont générés avant les éventuels frais de plateforme ou les frais de gestion locative que pourrait prendre Oumi par exemple. C'est vraiment ce chiffre d'affaires-là que vous devez déclarer, ce qu'a payé le loueur. Et donc vous avez cette déclaration et il y a un abattement qui arrive et qui se met en place automatiquement par l'administration fiscale. Donc finalement, vous n'avez rien à faire à part reporter le montant. Deuxième option, vous choisissez le régime réel. Le régime réel, il ne faut pas le confondre avec le régime réel de la location vide. Même si vous n'avez pas de charge, eh bien très souvent, le régime réel vous permet d'avoir des revenus non fiscalisés car vous avez la possibilité de déduire votre achat immobilier, votre immeuble. Alors, c'est très vulgarisé ce que je vous dis, c'est une méthode comptable qui s'appelle les amortissements, qui va nous permettre en tout cas d'amortir votre immobilier. On prend la valeur de votre immobilier, on déduit la valeur du terrain et puis après on amortit en fonction des composants et ce qui nous permet de gommer les revenus locatifs pour partie, voire totalement. Et ensuite, on va pouvoir déduire l'ensemble de vos charges. Les frais d'électricité, vos factures d'eau, les frais de gestion d'Oumi, toutes les dépenses que vous allez engager, même vos éventuels frais kilométriques que vous allez engager pour pouvoir vous rendre sur votre lieu qui est lié, un déplacement qui est lié à votre activité. Je pense à une assemblée générale de copropriété, une visite, un rendez-vous pour pouvoir le louer. Tous ces éléments-là sont déductibles.
Attention, cette option, elle s'offre aux personnes qui sont soit seules, soit aux couples mariés sous le régime de la communauté. Ça veut donc dire que si vous détenez le bien en indivision, avec un concubin, avec un tiers, frère, sœur, ami, copain, ou alors si vous êtes marié sous le régime de la séparation de bien, ou vous détenez le bien avec votre partenaire pacsé, l'option pour le micro-BIC ne s'offre pas à vous. Vous êtes obligatoirement de plein droit puisque l'administration fiscale considère que votre activité est exercée dans le cadre d'une société de fait. Donc, pas d'option pour les micro-BIC. Si vous êtes dans cette situation, régularisez votre situation auprès de l'administration fiscale ou faites appel à un cabinet d'expertise comptable Marissimo par exemple, pour pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Concernant ces options, dans l'hypothèse où vous avez le choix, elles doivent se faire soit au démarrage de l'activité ou chaque année entre le 1er janvier et la date limite de déclaration. Donc là, vous êtes pleinement dans la période pour changer ces options. Ensuite, une fois que vous avez obtenu votre numéro de sirène, vous devez évidemment ne pas oublier votre nouvelle démarche depuis 2023, c'est mon espace particulier impôt.gouv avec mon onglet Mes biens immobiliers où vous devrez préciser la nature de votre activité. Et si vous réalisez une activité de location saisonnière, il suffira de cocher cette case et vous devrez d'ailleurs compléter votre numéro de sirène à ce moment-là. C'est pas une case bloquante, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de numéro de sirène, ça n'empêche pas de continuer l'immatriculation, l'enregistrement jusqu'au bout. Pour autant, vous êtes juste en train de dire à l'administration fiscale que vous exercez une activité sans avoir de numéro de sirène. Donc, vous voyez que les taux commencent à se resserrer, les niveaux de contrôle vont pouvoir se mettre en place et bientôt, on viendra chercher les propriétaires qui n'ont pas leur numéro de sirène. Petit focus depuis 2024. Alors, tout à l'heure, je vous parlais des options et volontairement, je ne vous ai pas parlé des seuils. Parce que quand on est en régime de micro-BIC ou au régime réel, il arrive que le régime du micro-BIC va pouvoir se mettre en place uniquement sous réserve de ne pas dépasser certains revenus locatifs. Et figurez-vous que la loi de finances 2024 est venue modifier ces seuils du micro-BIC par erreur. C'est-à-dire que notre gouvernement n'avait pas volonté de venir y toucher dès cette année, puisque nous avons une réforme qui est en cours en 2024, qui est une réforme qui... Il y a deux réformes en cours. Une, c'est une loi qui vise à réguler le parc locatif, la location saisonnière sur les territoires où on a un déséquilibre important entre la demande locative destinée à l'habitation et l'offre. Et puis une deuxième réforme qui est en cours sur la fiscalité des revenus locatifs. Donc, on avait une volonté de mettre finalement, le gouvernement avait une volonté de mettre en stand-by cette réforme, mais l'article 45 a été adopté. Il a été adopté et donc du coup, il a changé les règles. Ça veut donc dire que aujourd'hui, lorsqu'on réalise une activité de location meublée, si on n'a pas le label meublé classé de tourisme, on peut prétendre au seuil du micro-BIC sous réserve d'avoir un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 €. Ça veut donc dire que si vous avez 10 000 € de revenus locatifs en location saisonnière, pas de problème, vous pouvez opter pour le régime du micro-BIC. Mais l'abattement que vous connaissiez des 50% n'existe plus, il a été diminué à 30%. Finalement, nous avons les mêmes seuils que sur une location vide. Donc, si vous avez 10 000 € de revenus locatifs, vous serez taxé sur 7 000 puisque vous avez un abattement de 30%. Sauf si, évidemment, vous êtes en meublé tourisme classé. Ici, le seuil n'a pas été changé. C'est-à-dire que vous bénéficiez des plafonds qu'on connaissait historiquement, les 188 700 €. En revanche, l'abattement a été changé de la même manière, c'est-à-dire qu'on a un abattement de 30%, les 50% sont diminués et passent à 30%. Et auparavant, on avait un abattement de 21% supplémentaire. Donc, on avait 50% plus 21%, ce qui conduisait à
au meublé de tourisme classé d'avoir un abattement de 71%, eh bien les 21% ils ont été maintenus, mais sur une base de 30, ça veut donc dire qu'aujourd'hui on a un abattement de 51%. Cet abattement de 51%, il est possible uniquement si le bien est sur un bien en dehors d'un territoire tendu, c'est-à-dire en dehors d'un territoire où on a un déséquilibre entre l'offre locative et la demande locative pour les biens destinés à l'habitation, et sous réserve que le chiffre d'affaires est inférieur à 15 000 euros. Donc, on a bien deux conditions cumulatives. Vous avez une location meublée de tourisme classée qui génère 50 000 euros de chiffre d'affaires, vous prétendez à 30% d'abattement uniquement. Vous ne pourrez pas avoir les 21% supplémentaires, quand bien même votre immeuble est classé. Parce que il faut, pour avoir les 21% supplémentaires, bien avoir les deux conditions cumulatives. Et concernant les locations meublées qui sont destinées à l'habitation, pour le coup, les seuils, eux, n'ont pas changé. On est toujours à 77 700 et un abattement de 50%. De quoi porter de la confusion pour vous, propriétaires investisseurs, hein, puisque du coup, bien, ça bouscule les règles un petit peu. Alors, attention également, ça change les règles dès à présent. Pour autant, ceux qui avaient déjà une activité de location meublée et qui étaient au micro-BIC. Cette année, ils vont encore pouvoir prétendre au régime du micro-BIC sous réserve de deux conditions, que sur l'année N-1 et N-2, donc les revenus 2022 et 2021, sur ces 2 années consécutives, ils n'ont pas dépassé un chiffre d'affaires entre 15 000 et 77 700. Dans ces cas-là, on va pouvoir encore profiter en 2024 de l'option pour le régime du micro-BIC. Donc ça, c'est les dérogations qui existent, hein, ce sont les mêmes quand on est en micro-entreprise, par exemple. Donc, elles s'appliquent de la même manière. Ces changements de seuil, je pense que pour ceux qui sont concernés, ça peut vous faire peur. Alors, on a décidé de l'étoffer avec des exemples, juste pour vous montrer que ne vous inquiétez pas, ça va peut-être sans doute vous inviter à vous poser les bonnes questions. On est parti sur un exemple d'une maison à Noirmoutier. Alors, on est sur un exemple où le bien était loué 100% à l'année, enfin, où on imaginait, que le bien serait proposé à la location toute l'année, mais qu'on louerait seulement quelques semaines par manque de candidats locataires. Ce bien, qui aurait été acheté à un certain montant, à une certaine date, vaut aujourd'hui 446 000 euros. Et il génère 14 000 euros. Ça veut donc dire que on peut profiter du régime du micro-BIC encore, dans ce cas, puisqu'on est en dessous des seuils des 15 000. Mais par contre, on a un abattement de 30% quand on avait 50% auparavant. Ça veut donc dire que si vous êtes propriétaire et que votre tranche marginale d'imposition est à 30%, votre tranche marginale d'imposition, c'est une information que vous avez désormais sur vos avis d'imposition. Eh bien, vous allez payer en impôts et en prélèvements sociaux 5 947 euros d'impôts. En optant pour le régime réel sur ce même bien, vous ne paierez pas d'impôt sur vos revenus locatifs puisque la méthode comptable va nous permettre d'amortir le bien et que dans cet exemple-ci, on a déjà 18 500 euros d'amortissement. Ça veut donc dire que quand bien même on n'a pas de prêt, qu'on n'a pas de travaux, qu'on n'a pas eu de frais, on ne paiera pas d'impôt sur ses revenus locatifs en optant pour le régime réel. Ici, on voit apparaître un déficit. En réalité, les amortissements ne peuvent pas concourir à la production d'un déficit. Ça veut donc dire qu'on va stocker ce résultat sur un compte et qu'on viendra piocher les années où on aura un résultat positif parce qu'on aura un amortissement moins important. On a souvent tendance à dire qu'investir en location meublée permet d'avoir des revenus non fiscalisés pendant 20 à 30 ans. Et l'exemple ici, il est intéressant puisqu'en fait, il n'y a pas de frais bancaires. Ça montre bien que vous devez vous poser la question,
même aujourd'hui, même si vous réalisez votre activité depuis très longtemps. Deuxième exemple, alors un exemple qui est un petit peu différent, qui est plutôt dans le golfe du Morbihan, avec une valorisation d'un immeuble beaucoup plus important et des revenus locatifs générés plus conséquents également, puisqu'aujourd'hui on a 52 000 € générés sur cette maison dans le golfe du Morbihan. Eh bien, ce propriétaire ne peut pas prétendre au micro-BIC, puisqu'en fait, il dépasse les 15 000 €. Donc, on a complètement exclu cette possibilité-ci. En revanche, alors, il pourrait prétendre au régime du micro-BIC encore aujourd'hui s'il avait le classement meublé de tourisme. Mais dans notre exemple, nous ne l'avons pas pris pour faire simple. En optant pour le régime réel, ce propriétaire ne paierait pas d'impôt sur le revenu locatif parce qu'on a des amortissements de 51 000 € auxquels on rajoutera des frais déductibles, les frais de conciergerie, les frais d'utilisation de plateforme, la taxe foncière, les éventuels intérêts d'emprunt si on a un prêt immobilier. Donc, on ne paiera pas d'impôt sur ces revenus locatifs. Autre sujet. Concernant alors, l'idée ici, c'était de vous montrer que oui, on a des changements de seuil, mais ne le voyons pas d'un mauvais œil, parce que d'abord, si on a le meublé classé de tourisme, pour le moment, on a encore des plafonds intéressants, 188 700, ça reste des gros plafonds. Le seul point négatif, c'est qu'on a un abattement moins important par rapport à ce qu'on a vu. Mais si vous vous posez la question du régime réel, en réalisant une simulation, et sachez que chez Amaris Simon, on peut vous proposer de réaliser une simulation gratuitement. On a un des outils qui sont sur notre site, mais c'est surtout qu'on va pouvoir vous proposer un rendez-vous qui va vous permettre de faire le point sur votre situation, et vous pourrez voir que c'est pas grave parce que le régime réel sera bien plus intéressant pour vous. Deuxième sujet qui est lié à la loi de finances 2024. Alors, au-delà de la loi de finances 2024, vous avez peut-être entendu parler de la directive VIDA. La directive VIDA, c'est une volonté d'assujettir à la TVA toutes les locations saisonnières. Alors, c'est une volonté. Ça ne veut pas dire que pour le moment, ce n'est pas encore adopté. Mais je voulais vous rassurer en vous disant que d'abord, si demain on a un assujettissement à la TVA, ce sera peut-être une belle aubaine pour certains investisseurs parce qu'elle permettra aussi de récupérer la TVA sur l'acquisition des biens neufs. Donc demain, si vous faites un investissement neuf au sens de la TVA, c'est un logement qui a moins de 5 ans, eh bien vous pourrez récupérer la TVA sur votre acquisition. Contrepartie, c'est que vous allez collecter de la TVA sur les loyers. Mais ça restera malgré tout à votre appréciation, l'assujettissement à la TVA, pour une première raison, c'est que si vous avez un chiffre d'affaires inférieur à 36 800 €, enfin 36 800 € à ce jour et 37 500 € à partir de 2025, puisque la loi de finances 2024 a réévalué les seuils à partir du 1er janvier 2025. Donc, dès lors que vous aurez un chiffre d'affaires inférieur à 37 500 €, vous n'aurez pas l'obligation de vous assujettir à la TVA. Donc, si cette directive est adoptée, pas de panique non plus, parce que les propriétaires qui génèrent plus de 37 000 € de location saisonnière restent malgré tout une minorité. Autre sujet concernant la TVA qui n'est pas évoqué ici, l'année 2023 a été une année de débat concernant l'activité para-hôtelière. L'activité para-hôtelière, c'est certains propriétaires décident de proposer 3 des 4 services que parfois OUMI peut proposer dans ses prestations. 3 des 4 services va permettre d'assujettir l'activité à la TVA. Et donc, on est dans une activité para-hôtelière. Il y a eu quelques débats, une position du Conseil d'État qui évoquait qu'on devait être dans une activité
concurrentielle à l'hôtellerie obligatoirement pour pouvoir être assujetti à TVA. Et le Code général des impôts, dans sa rédaction, pouvait porter à confusion. Ils ont donc été réécrits. Et aujourd'hui, nos activités para-hôtelières, qu'il s'agisse d'une activité para-hôtelière dans un bien destiné à la location saisonnière ou un bien destiné à l'habitation, est maintenue grâce à la réécriture de ces textes via la loi de finances 2024. Voilà ce que nous a dit la loi de finances 2024. Finalement, des abaissements pour les non classés, mais pour les autres, seulement un abattement moins important. Ce qui vous invitera, encore une fois, je le répète, à vous poser sans doute la question pour le régime réel. En revanche, on a une nouvelle loi qui a été adoptée le 29 janvier dernier par l'Assemblée nationale, qui est donc aujourd'hui en cours de discussion auprès du Sénat et qui propose 6 nouvelles règles qui visent encore la location saisonnière. Alors, elle vise encore la location saisonnière, mais encore une fois, beaucoup de grands mots. Certains députés, d'ailleurs, pensent que toutes ces réformes ne remettront pas pour autant ces biens immobiliers sur le parc locatif destiné à l'habitation. Effectivement, en location saisonnière, on a une mixité un usage qui est différent. Vous êtes des investisseurs qui ont soit la volonté de tirer des revenus d'une résidence secondaire, soit la volonté de générer une activité immobilière qui est bien différente de l'activité destinée à l'habitation. L'activité destinée à l'habitation, elle est contraignante par des loyers qui sont parfois réglementés, par un manque de visibilité sur la possibilité de reprendre son bien versus une activité de location saisonnière. Je pense que tous les propriétaires qui s'orientent vers la location saisonnière recherchent 2 choses, un rendement plus important et surtout plus de souplesse, c'est-à-dire une possibilité d'arrêter son activité lorsqu'on le souhaite. Cependant, on a une loi qui est en cours d'être adoptée et on verra ce qui est véritablement retenu, mais les 6 principales règles, c'est la création d'un service national de la télédéclaration pour enregistrer tous les meublés de tourisme. Aujourd'hui, ça existe sur certaines municipalités qui sont équipées de ce service d'enregistrement, mais pas toutes les communes, les petites communes ne l'ont pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un service national de télédéclaration où seront recensés tous les meublés de tourisme. Ensuite, la volonté, c'est de fournir un diagnostic performance énergétique, même aux locations saisonnières. Donc, interdire les passoires thermiques. Alors, concernant les DPE, il y a plusieurs sujets aussi. La première chose, c'est qu'il faut savoir qu'on est aussi en train de rediscuter des conditions de qualification des DPE. Et je ne sais pas si vous avez pu voir passer, mais notamment il y a une volonté de modifier le calcul sur les superficies de moins de 40 mètres carrés, ce qui va permettre de sortir certains biens des passoires thermiques, de revoir la notation. Donc, on a un premier sujet qui est celui-ci. Et le second sujet, c'est qu'effectivement, les locations saisonnières sur lesquelles il y avait un petit peu une zone grise, parce qu'en fait, le texte dit tout bien proposé plus de 4 mois à l'année devait être soumis au diagnostic performance énergétique. Donc, toute location saisonnière, normalement, devait être concernée. Aujourd'hui, en modifiant cette règle, on va donc imposer le diagnostic performance énergétique sur toutes les locations. Ensuite, on a la volonté de donner la possibilité aux élus d'abaisser le nombre de nuitées en passant de 120 jours à 90 jours s'ils le souhaitent. Ça concerne notre résidence principale. Vous savez que lorsqu'on fait de la location dans notre résidence principale, eh bien, on a la possibilité de le faire sous réserve de ne pas dépasser 120 jours. On aurait une volonté de diminuer à 90 jours. On verra si le texte, il a été retenu à l'Assemblée nationale, mais s'il poursuit son parcours avant d'être adopté définitivement. On a aussi une volonté de simplifier et sécuriser les démarches qui sont liées au changement d'usage. C'est ce que je vous ai expliqué en préambule et je vais revenir dessus pour vous expliquer comment. Le texte veut encore modifier les seuils du régime du micro-BIC. Je vais vous les présenter, les nouveaux seuils qui sont en cours d'adoption. Et enfin, un dernier texte, c'est d'intégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value pour la location saisonnière. Je vous ai montré qu'en optant pour le régime réel, eh bien, on a des amortissements.
D'ailleurs, dans le régime du micro-BIC, le pourcentage d'abattement est réputé prendre en compte cet amortissement, mais de manière forfaitaire. Au régime réel, il est calculé réellement. Eh bien, la volonté serait de l'intégrer au moment de la vente. Vous allez voir que ça fait un petit peu de bruit, ce sujet, mais là encore, on n'a pas les tenants et les aboutissants de la mise en application. Toutefois, si on applique cette méthode-là au moment de la revente, vous allez voir que plus on détient son bien longtemps, normalement, plus l'impact est maigre. Pour revenir sur la simplification et la sécurisation des démarches qui sont liées au changement d'usage, la première chose, c'est qu'on voudrait, enfin le gouvernement, quand je dis on, je ne suis pas concernée, mais le gouvernement voudrait étendre les démarches aux personnes morales. Aujourd'hui, par exemple, je vous donne l'exemple de Nantes. Si vous voulez obtenir un changement d'usage d'un appartement à Nantes, il va sans doute vous être accordé. C'est un bien par foyer, mais sous réserve que vous le détenez en tant que personne physique. Cela sous-entend que si vous détenez votre bien via une société civile immobilière ou une SARL de famille, vous ne pourrez pas prétendre à l'obtention de cette autorisation. Donc l'idée, c'est de l'étendre également aux personnes morales. La volonté, c'est aussi d'avoir un quota pour pouvoir peut-être gérer une volumétrie sur des territoires et se dire que on a tant de pourcentage d'accord et dès lors qu'on a atteint ce pourcentage, eh bien finalement, il n'y a plus d'autorisations qui sont délivrées et dès qu'on a des biens qui reviennent dans le circuit, eh bien ça nous permet d'attribuer de nouveau. La troisième étape, c'est aussi de vérifier, et notamment pour les personnes qui réalisent de la sous-location, et c'est un vrai sujet en pleine période de Jeux Olympiques, vérifier la conformité des bails, c'est-à-dire est-ce que votre propriétaire vous autorise bien à réaliser une activité de sous-location. Et également, ce que je vous évoquais tout à l'heure concernant la copropriété, est-ce que la copropriété vous l'autorise? Donc l'objectif, c'est que ces deux points soient vérifiés au moment où on immatricule l'activité sur le service de télédéclaration. Et enfin, dernier point, c'est la volonté de sanctionner les intermédiaires qui contribuent à ces infractions. C'est très important d'être accompagné par un vrai professionnel de l'immobilier sur ces sujets. Enfin, c'est un vrai professionnel de la conciergerie notamment, parce que il a connaissance, il a un devoir de conseil notamment sur ces activités. Et ce projet de loi, de toute façon, envisage de sanctionner tous ceux qui encouragent la location alors qu'ils n'ont pas vérifié ces étapes préalables. Concernant la modification des seuils, je vous ai dit que la loi de finances 2024, elle a modifié les seuils donc dès 2023 pour les activités avec des abattements. Aujourd'hui, une activité du micro-BIC en location meublée de tourisme non classée, le seuil est à 15 000 € avec un abattement de 30%. Demain, il sera maintenu à 15 000 € avec un abattement de 30%. À l'inverse, les locations meublées classées de tourisme, le seuil n'a pas été touché, mais l'abattement, lui, a été modifié comme je vous l'ai présenté préalablement. Ici, cette réforme envisage de venir diminuer de nouveau la location meublée de tourisme classée pour prétendre au régime du micro-BIC à 30 000 €. En revanche, elle prévoit de réintégrer l'abattement des 41% pour retrouver les fameux 71% que nous connaissions, sous réserve, encore une fois, d'un certain seuil en termes de revenus locatifs et que le bien ne soit pas situé dans un territoire où on a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et à l'inverse, les locations meublées qui ne sont pas des locations meublées de tourisme ne sont pas visées par la réforme à ce jour. Le vrai sujet, et j'ai vu des questions passer, la réintégration des amortissements sera une mesure impactante. La niche fiscale disparaîtrait, dit Alain. Janine qui reprend, c'est quoi la réintégration de l'amortissement? Comment ça va se passer? Eh bien, je vais vous donner un exemple parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai échangé avec une de nos clientes et je trouvais que sa réflexion, elle était intéressante et elle méritait d'être partagée. Il y a un phénomène de crainte qui arrive quand on parle de réintégration des amortissements. Pour le moment, nous n'avons pas les éléments précis. C'est-à-dire que ce qu'on a compris des textes, c'est on réintègre les amortissements dans le calcul de la plus-value. Mais nous sommes sur la plus-value des particuliers. Ça veut donc dire que sur la plus-value des
particulier, on a un abattement pour durée de détention. Donc moi, je vous ai fait un petit calcul. Sur un propriétaire bailleur, j'ai pris l'exemple qu'on avait tout à l'heure du bien à 1 300 000 qui était vendu 1 500 000 20 ans après. C'est un peu difficile de faire des projections sur la plus-value parce que évidemment, moi je ne sais pas comment va se comporter le marché dans 20 ans. Donc, je suis partie sur un raisonnement plutôt simple et je suis partie sur 20 ans puisque en moyenne, c'est quand même les durées de détention qu'on peut remarquer sur ce type d'investissement. En location saisonnière, avant la réforme, le propriétaire gagnait 52 000 € par an, ne payait pas d'impôt sur ses revenus locatifs et dans le calcul de la plus-value, il n'aurait pas payé d'impôt parce qu'en fait, quand on calcule une plus-value, on prend le bien 1 200 000 et on ajoute un pourcentage pour les travaux et un pourcentage pour les frais de notaire que je n'avais pas pris en compte dans le bien à 1,2 million. Et donc, on arrive à un bien majoré de 22,5% avant de calculer une éventuelle plus-value. Ici, on n'avait pas dans cet exemple. Ça veut donc dire que mon client, je n'ai pas parlé du gain qu'il gagnait sur la vente, je parle juste des revenus locatifs qu'il gagne pendant 20 ans et l'absence de fiscalité sur sa plus-value dans un scénario comme on connaît aujourd'hui. Eh bien, le client gagnait 1 040 000 €. Donc, c'est important. C'est vraiment très intéressant. Effectivement, on le sait, on est dans une niche et c'est la raison pour laquelle le gouvernement en fait travaille sur des propositions de loi parce qu'il considère qu'en fait, on est en train d'encourager par un aspect fiscal la location saisonnière. Donc, ils veulent trouver des petits correctifs de sorte à ce que les avantages pris pendant la période de détention soient réintégrés au moment d'une vente. Alors, j'ai pris le scénario. Ce même scénario, si on devait réintégrer les amortissements, j'ai fait le calcul. Alors, effectivement, j'avais une plus-value de 200 000 €. J'avais des amortissements dans cet exemple de 740 000 € à peu près. C'est-à-dire, sur 20 ans, j'ai amorti 740 000 €, la moitié de mon bien, de la valeur du bien avait été, un petit peu plus de la moitié avait été quasiment amortie dans les méthodes qu'on pratique au cabinet. Et donc, je l'ai réintégré dans le calcul. Eh bien, je me trouve à une plus-value, effectivement, plus importante de 100 000 €. Je vais avoir 100 000 € à payer alors qu'avant, je n'en payais pas. C'est pas neutre. Mais rappelons qu'on va avoir cette taxation qui va se faire au moment où on va encaisser l'argent. Donc, c'est quand même moins désastreux. C'est-à-dire que, oui, je vais payer 100 000, mais 100 000 alors que je vais encaisser 1,5 million. Donc, l'exemple, il est peut-être aussi important parce que je suis sur des gros montants de transactions immobilières et des gros amortissements qui ont été pratiqués. Mais ça veut donc dire que mon client, dans sa situation, il va gagner 940 000 € au coût total. Il n'aura toujours pas payé d'impôt sur ses loyers puisqu'il était au régime réel et au moment où il va revendre, il va avoir 100 000 €. À l'inverse, j'ai fait un calcul en me disant qu'est-ce qui se passerait chez ce client si ce client louait en location vide? Eh bien, en location vide, mon client, il ne paierait pas d'impôt sur la plus-value parce qu'en fait, on ne va pas réintégrer les amortissements. Par contre, le marché dans le Morbihan sur son bien d'exception, il est plafonné à 1 200 €. Donc, ça veut dire qu'il génère 14 400 € de loyer. Et que comme il est sur le régime des revenus fonciers et qu'on est sur une maison qui a très peu de charges, eh bien, en fait, il profite de l'abattement des 30%. Et donc, il paye des impôts à hauteur de 95 000 € sur 20 ans, 95 000 € de revenus locatifs. J'ai donc pris le gain, c'est-à-dire ce qu'avait gagné mon client pendant 20 ans, 14 400 €, puis j'ai rajouté la fiscalité. Et bien finalement, mon client, en gain net, c'est 192 845 €. Donc je ne suis pas sûre que quand bien même il y a une grosse réforme qui arrive, demain ça vienne bousculer. Je rejoins assez ce député qui dit que ça ne va pas remettre pour autant des biens sur le marché de l'habitation. Parce que d'un point de vue rentabilité, vous avez des opérations qui sont différentes. Et puis d'un point de vue fiscalité, quand bien même on va avoir une réintégration, si on est sur les règles de réintégrer l'amortissement dans le calcul de la plus-value des particuliers, l'impact va être minoré dans le temps. Donc,
je voulais vous montrer que oui, il va avoir un impact, mais il sera certainement pas très important. Et donc, tous ceux qui se sont posé la question de se dire est-ce que je dois continuer la location saisonnière, je pense que la fiscalité, alors c'est important de le prendre en compte, mais vous voyez qu'elle ne va pas être confiscatoire comme sur des revenus de location vide. Voilà pour la présentation et les gros changements qui sont à venir. Évidemment, on vous tiendra informé de l'actualité dès qu'on en saura davantage. Je voudrais juste vous rappeler quelques dates clés. Pour les personnes qui optent pour le régime réel, le principe, c'est de remettre l'ensemble des documents avant le 1er mars pour que les comptables puissent réaliser vos bilans. Début avril, on va avoir l'ouverture de services de déclaration, de vos services d'impôt qui va être en ligne. Et donc, vous allez pouvoir commencer à faire votre déclaration. Et au 18 mai, vous avez la limite de dépôt des déclarations papier pour ceux qui sont encore en déclaration papier et la limite de télétransmission de la liasse fiscale. Quand on est au régime réel, je ne suis peut-être pas suffisamment rentrée dans le détail, mais on a une contrepartie, c'est qu'on doit réaliser un bilan comptable. Et ce bilan comptable, il doit être transmis avant le 18 mai. Et ensuite, vous devrez reporter le résultat avant le 25 mai pour les personnes qui vivent dans les départements entre le 1 et le 19 et les non-résidents. 1er juin pour les personnes qui sont situées sur les départements 20-54. Et la dernière limite, c'est le 8 juin. Alors, rassurez-vous, si vous faites vos déclarations et que vous vous rendez compte qu'il y a une anomalie sur votre déclaration, vous aurez toujours la possibilité de revenir la corriger. D'ailleurs, le service est toujours modifiable jusqu'au mois de juillet. Donc, je ne vous encourage pas à faire pour autant des erreurs dans vos déclarations, mais sachez qu'il y a la possibilité de revenir en arrière. Et enfin, pour ceux qui le souhaitent, sachez juste que Amaris a un partenariat avec Oumi. Dans le cadre de ce partenariat, on vous propose des rendez-vous conseils qui sont gratuits. C'est un rendez-vous sur lequel on fait le point sur votre situation, des tarifs préférentiels. Et j'ai remis juste à votre disposition les simulateurs qui sont à disposition sur notre site. Mais attention, ils ne sont pas tout à fait encore à jour parce que on a une intervention technique de notre prestataire sur les seuils des 30%. Donc, évidemment, c'est pas tout à fait encore à jour. Mais nous avons notre blog. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter pour recevoir aussi nos actualités. Et je vais repasser la main à Séverine. Alors, il y a une chose que j'ai pas évoquée, peut-être pour conclure et avant de passer la main à Séverine, excuse-moi Séverine, c'est lorsqu'on fait un investissement, en fait, finalement, qu'on est en location meublée, ma conclusion, c'est de vous dire que je vous encourage à opter pour le classement meublé tourisme. Ça, c'est un point important. Et il est aussi très important, notamment pour ceux qui gèrent eux-mêmes. Quand vous faites, et on n'a pas abordé ce sujet ici, c'est les cotisations sociales, parce qu'en fait, on pourrait encore en parler et je pourrais vous tenir quelques heures sur le sujet. Les cotisations sociales sont dues dès lors que vous dépassez 23 000 € de chiffre d'affaires en location saisonnière. Sauf si vous faites appel à un prestataire qui est titulaire d'une carte immobilière. Et c'est notamment le cas de chez Oumi. Donc, si vous faites appel au service d'Oumi, vous allez vous affranchir de ces cotisations sociales puisqu'on a une réponse ministérielle loi qui nous permet, en tout cas, de nous en affranchir. Sinon, eh bien, vous devez payer des cotisations sociales, soit sur le chiffre d'affaires que vous générez, soit sur le résultat en fonction du régime général ou de la sécurité sociale des indépendants que vous allez choisir. Je passe la main à Séverine pour conclure et je vais regarder pendant ce temps peut-être les questions. Merci beaucoup, Aurélie, pour toutes ces informations. Alors, beaucoup d'informations, mais on aura le replay pour relire et réentendre tout ce que tu nous as dit. Donc, effectivement, Oumi peut vous accompagner dans vos démarches pour la location saisonnière. Comme Aurélie en parlait en préambule, on fait attention à toutes les déclarations en mairie et tous les documents qui sont nécessaires pour démarrer la location. Il y a aussi des changements, au-delà du national, des changements au niveau des territoires. Donc, on est aussi en contact avec tous les territoires pour les mises en conformité, notamment les numéros d'enregistrement sur certains territoires. Quelques-uns le décident là pour le 1er avril. Donc, on est déjà en contact avec les propriétaires, notamment par exemple sur le territoire de Pornic-Aglo. Voilà, on peut vous accompagner aussi pour les classements meublés de tourisme dont Aurélie faisait la promotion juste avant. N'hésitez pas à vous tourner
vers les coordinateurs pour ceux qui sont déjà clients et pour ceux qui sont intéressés. On va vous mettre nos coordonnées après pour contacter nos conseillers OMI, ainsi que les coordonnées d'Amaris d'ailleurs pour les contacter aussi, comme ils peuvent vous donner des informations et regarder vos dossiers pour avoir la meilleure fiscalité possible sur les meublés. Alors, il y a eu pas mal de questions, effectivement, Aurélie. Beaucoup de questions, hein. Je vois Nadège, ma sœur et moi avons un bien en indivision. Nous venons de confier à OMI. J'ai bien compris, nous devons avoir un numéro de sirène. Oui, effectivement. Donc, on vous invite à prendre un rendez-vous pour pouvoir valider cette étape. Et vous ne pourrez pas opter pour le micro-BIC de toute façon. De la même manière, Brigitte, je vois que Brigitte, elle est mariée en séparation de biens et qu'elle a commencé à faire de la location saisonnière. Alors, au-delà de se dire que c'est préférable, vous êtes mariés sous le régime de la séparation, le micro-BIC n'est pas adapté à votre situation. Mais encore une fois, hein, les exemples montrent et à travers la simulation, vous verrez que bon, il n'y a pas de... ce sera sans doute une très bonne nouvelle pour vous. Comment savoir si on est en meublé de tourisme? Alors Patrick, normalement, si vous êtes en meublé de tourisme classé, je pense que c'est ça votre question. Comment savoir si on est classé? C'est que ça veut dire que vous faites appel à un organisme qui va venir vous labelliser. Donc, je sais que Séverine, chez OMI, vous avez ce service. Oui, tout à fait. On est en contact avec des organismes qui classent et donc c'est pour une durée de 5 ans. Donc, tous les 5 ans, il faut refaire son classement voilà, pour avoir des étoiles sur vos logements. Et donc, c'est un gage de qualité aussi pour les locataires de connaître le classement de votre logement. J'ai vu des questions aussi concernant la taxe d'habitation. Alors, la taxe d'habitation, l'administration fiscale considère qu'à partir du moment où vous pouvez vous en réserver la jouissance d'un bien, vous devez payer une taxe d'habitation. Donc, tous ceux qui conjuguent location saisonnière avec un usage privatif sont tenus de payer effectivement la taxe d'habitation. Et elle n'est pas déductible puisque cette taxe d'habitation, elle est due parce que vous pouvez en jouir à titre personnel. Elle n'a rien à voir avec votre activité de location meublée. Donc, vous ne devriez pas pouvoir le déduire. Je vois la question, le prêt peut-il être amorti également? Alors oui, quand je vous parle de l'amortissement ici, je parle de l'amortissement de l'immeuble. L'amortissement de l'immeuble, c'est donc des méthodes comptables, mais évidemment qu'on va d'ailleurs comptabiliser votre prêt immobilier et qu'on va déduire les charges. En revanche, les remboursements d'échéance, c'est du capital, c'est votre enrichissement. On ne peut pas déduire de votre constitution de revenus, mais on peut bien déduire les intérêts d'emprunt ainsi que l'assurance emprunteur. La valeur du bien est-elle la valeur d'acquisition ou la valeur actuelle? C'est la valeur au passage à l'actif, au régime réel. Donc, ça veut dire que si vous avez un bien que vous avez acheté 200 000 il y a 20 ans et qui vaut 400 000 aujourd'hui, on va l'immatriculer sur une base de 400 000. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous et c'est bien aussi une des raisons pour lesquelles on a très souvent des revenus non fiscalisés. Comment savoir sous quel régime d'imposition nous sommes? Alors, normalement, quand vous avez immatriculé votre activité, vous avez reçu ce qu'on appelle un memento. Ce memento fiscal vous fait un état de votre option fiscale. Donc, soit vous regardez votre memento, soit vous contactez les services d'Amaris et on va vous accompagner pour vous répondre. J'ai Christelle qui dit que normalement on ne peut y habiter à l'année, donc location saisonnière, pardon. La nouvelle fiscalité est valable pour une habitation légère meublée, oui mais légère. Alors, il me manque un peu d'éléments pour pouvoir bien répondre sur cette question. Une habitation légère de loisirs, ce qu'on appelle du HLL, dès lors qu'on est rattaché à un socle béton, rattaché même à des réseaux. En fait, on a un faisceau d'indices qui vont faire que votre bien il n'est pas mobile. Vous êtes sur une activité de location meublée. Si vous louez un mobil-home, donc là, on a des roues et on peut le tirer. C'est une activité de meubles, une location de meubles. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes règles que celle-ci. D'ailleurs, dans la présentation qu'on a évoquée, je parle de location meublée. Je ne parle pas d'activité des seuils pour la para-hôtellerie, ni de chambre d'hôte, ni de location de biens mobiles. Donc, faites attention à ne pas confondre les deux.
Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'on a fait le tour des questions. J'espère qu'on a, en tout cas, répondu à un maximum de vos interrogations. On aura le plaisir de continuer de communiquer sur toutes ces actualités fiscales et de vous tenir informés dès qu'on aura une promulgation de cette fameuse loi. Eh bien, merci beaucoup Aurélie pour ton intervention. C'était très intéressant. Tous les participants vont recevoir le replay s'ils veulent réécouter tout ce qui a été dit. N'hésitez pas à nous recontacter par ailleurs si on n'a pas répondu à toutes vos questions, si vous avez des demandes plus précises. Donc, on va afficher les coordonnées d'Amaris pour les contacter, ainsi que les coordonnées de Oumi. Si oui, tu veux bien passer à la slide suivante. De toute façon, on vous enverra pareil dans les mails nos coordonnées. Je vois juste une petite question là sur l'abattement des 71% pour 2023. C'est terminé. La loi de finances, elle l'a acté. Il n'y a plus de 71%. Au mieux 51%, mais plus de 71%. Ça ne marche plus. Que de changements, que de changements. Eh bien, merci beaucoup à tous. Merci pour votre présence. Et donc, on reste disponible par ailleurs pour répondre à toutes vos questions. Merci à tous. À très bientôt. À très vite.